game, yo. All in the game. Tony. Ouais. T'as vu ça? Oh, fuck. Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. Oh, fuck. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Fuck. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? Motherfucker. C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Motherfucker. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh non, de Dieu, bordel de merde. Fuck. Oh, tu me retailles. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Fuck. Trop de oh, ton cul. C'est mon génie. Motherfucker. Fucking A. Motherfucker. Fuck me. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui a décidé cette semaine de prendre quelques risques et de ne pas parler de films qui sortiraient par exemple dans vos salles, mais d'une série, à savoir The Wire, la plus grande série du monde. Bien entendu toujours avec Antonin qui va animer la plupart de l'émission. Bonjour Antonin. Salaud. Ça va bien? Ouais, ça va. Ton ça émission. Va. Ouais, on est un peu les jetons. C'est ton émission. On va parler d'un truc, un grand film qui fait 60 heures. Voilà, c'est un peu ça, puisque donc The Wire est une série qui s'est terminée maintenant il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et qui fait, comme l'a dit Antonin, oui, en tout cas 60 épisodes. Donc c'est un truc quand on prépare l'émission, on se dit tiens, faudrait que je vais me remater les films dont on va parler, c'est bien. Bah là on peut pas. Donc on a décidé de parler de cette série, on voulait en parler depuis longtemps, à l'occasion de la sortie d'un livre sorti chez Capricci, donc coédition à Capricci, Les Prairies Ordinaires. Voilà, un livre un peu particulier dont on parlera bien entendu dans cette émission, consacré entièrement à The Wire. On va tout de suite faire une première pause musicale, hein, si vous le voulez bien, le générique de The Wire, le morceau original donc par Tom Waits, Way Down in the Hole, et on se retrouve juste après pour vous présenter un peu ce monument de la télévision qu'est The Wire. English? No English. ما بعرف انجلش مفيش English. سيبي تزungumzi bwana. Sijui bwana. Kente. Yabba dabba dabba do. Ha? Yan kusema nini? Ha, mishy gishy gushy gushy mishy mushy mushy motherfucker. Ha? Eh? Sasa lugha gani? Negro, you cannot travel halfway around the world and not speak any motherfucking English. Mimi sizungumzi Kiingereza mimi, sijui. English, motherfucker! Sijui bwana. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword.
they'll shield you with their wings, keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. 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 You gotta help me keep the devil down in the hole. It's Baltimore, gentlemen. The gods will not save you. Get on with it, motherfucker. C'est vrai que j'avais oublié de dire que cette émission serait bourrée de spoilers en fait. Donc attention, si vous n'avez jamais vu The Wire et que c'est déjà dans vos projets, moi je vous conseille d'écouter cette émission plus tard. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on risque bien entendu de faire pas mal de spoilers. C'est assez difficile de parler d'une série de 5 saisons, d'une série tout court. De toute façon, je pense c'est la première fois qu'on fait ça en plus, donc on va juste essayer de pas se tirer des balles dans le pied. Là, vous venez d'entendre donc le morceau de Tom Waits, Way Down in the Hole, qui est le générique de The Wire, mais en fait chaque saison a sa propre version de ce morceau. Là c'était la version donc originale, et puis tout de suite pour commencer, je pense que le mieux c'est peut-être de présenter donc à la fois les créateurs et puis un peu où est-ce qu'on a pu voir cette série. Séquence Wikipédia. Séquence Wikipédia donc pour commencer cette émission, mais c'est un peu indispensable. La série donc a été réalisée entre 2002 et 2008 selon ce que vient de me confirmer Antonin en lisant la 4e de couverture du livre dont on vous parlera à la fin de cette émission. Une série qui était diffusée donc sur HBO, qui est une chaîne du câble aux États-Unis. En savoir que aux États-Unis donc il y a deux sortes de télé, il y a la télé hertzienne qui est où il y a beaucoup de bips et de censure en tout genre, et puis le câble où on peut se permettre de dire fuck comme on veut, et heureusement parce qu'il y en a quand même un paquet dans The Wire, comme vous avez pu l'entendre dans le générique de cette émission. Enfin, j'espère que vous avez entendu, parce que moi en tout cas j'ai trouvé ça formidable. Et donc c'est une série qui a été faite sur HBO, et HBO a laissé vraiment les pleins pouvoirs entre guillemets à Ed Burns donc et David Simon, surtout les créateurs de la série, pour faire The Wire. Présenter donc David Simon, qui est sûrement le personnage donc le plus important en tout cas de cette série, qui est à la base un journaliste. Il avait travaillé pour le Sun, je crois, justement à Baltimore, qui fera l'objet d'une saison quasiment de The Wire, la dernière. Il a été journaliste pendant pas mal de temps, et puis certains de ses articles ont été justement adaptés sous sa roulotte, je sais pas. Sous sa roulotte. Et le premier, ça a été The Corner, qui déjà parlait d'une famille de toxicomanes, une série que je n'ai pas vue, un texte que je n'ai pas lu, donc je vais me contenter de vous donner cette information. Et puis une autre, il y en a eu deux autres après. Il y a eu Generation Kill, donc sur la guerre en Irak, dont j'ai vu qu'un seul bout. C'était pas aussi bien que The Wire, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Mais donc voilà, qui parlait des soldats en Irak, et qui a priori est là aussi une série formidable. Et donc voilà, il a été surtout journaliste, et puis il s'est lancé donc forcément dans la création de The Wire pour parler de sa ville. Et puis Ed Burns, c'est un personnage lui aussi assez fascinant, qui a commencé en faisant la guerre du Vietnam, comme c'est un très bon début. Voilà, c'est un super bon début. C'est-à-dire, qui n'aimerait pas commencer en faisant la guerre du Vietnam? Après ça, il a fait flic pendant un paquet de temps justement à Baltimore, et puis il est devenu prof de collège, puis prof de fac, je crois que c'était prof d'anglais, un truc du genre. Et puis donc il s'est associé avec David Simon pour écrire cette série, et s'occuper aussi à la fois de
de la mise en scène et du casting qui est quand même extrêmement important dans cette série. Et beaucoup des acteurs de The Wire seront en fait des types qui ont été arrêtés par Ed Burns, qui sont sortis de tôle, et finalement ils en voulaient pas trop à Ed Burns et ils ont joué dans la série des personnages qui leur ressemblaient ou qui eux-mêmes étaient complètement l'inverse. Je pense, on t'en parlait tout à l'heure en tenant en antenne, du prêtre qui apparaît notamment dans la 5e saison, je crois, et qui est en fait un des personnages qui a inspiré le Kaïd principal de la série Stringer Bell. Avon Barksdale, oui. Avon Barksdale, oui. Et donc qui a été en tôle pour 25 ans, et quand il est sorti de tôle, il a joué un pasteur dans la série. Il a réussi à se réinsérer professionnellement. Mais comme beaucoup d'autres, il y a d'anciens meurtriers qui du coup ont joué des rôles très similaires de ce qu'ils ont vécu dans la série, et ça joue énormément avec tout l'aspect extrêmement réaliste dont on reviendra dessus beaucoup plus tard. L'aspect extrêmement réaliste et très documenté en fait de la série vient, je pense, avant tout justement des rencontres et de l'écoute que ces deux bonhommes ont eu des personnes dont ils parlent dans la série finalement, quoi. Je sais que voilà, pour la présentation ça doit suffire, hein, je pense. Ce qui peut être pas mal, c'est de recadrer aussi The Wire par rapport à d'autres séries, et ça va être le boulot d'Antonin tout de suite. Ouais, non, plus que de recadrer The Wire par rapport à d'autres séries, qui fera l'objet d'une seconde partie, la seconde partie à alinéa 1 B, partie B, je crois que c'est ça dans mon plan. Donc non, mais pour parler des séries en général, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on devait faire une émission spéciale série, donc de toute façon on la fera pas, parce que une fois que t'as parlé de The Wire, ça sert plus à rien de regarder une autre série. Mais pour parler... il restera toujours des séries comme Code Quantum, en fait, qui mériteraient elles aussi d'avoir une émission spéciale, et dès que j'aurai motivé Antonin pour avoir une émission spéciale Code Quantum, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Non mais pourquoi pas, moi je suis complètement pour. Non mais pour parler, voilà. C'est en public, c'est bon. J'ai rien signé, tout ça, c'est la voix, un enregistrement vocal ne fait jamais l'office d'une preuve dans un tribunal, donc c'est foutu pour toi. Putain, mais je suis pour quand même, je suis pour, je pourrais, voilà, je suis pour, ok. Comme Sardou. Donc pour parler donc des séries rapido, voilà, c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, c'est vrai que il y a quand même un bon paquet de réservoirs de spectateurs qui filent du cinéma vers les séries, qui vont te dire que et on ne va plus au cinéma parce que ce qui se passe en ce moment, ça se passe dans les séries à la télévision américaine, et que le cinéma se vide vraiment un petit peu de ses talents et de ses grandes œuvres pour finalement aller dans la télé. Notamment en termes de scénario. Notamment en termes de scénario, où je pense que c'est de toute façon, enfin moi c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu de problème. Je dis ça, mais c'est des conneries, parce que les acteurs c'est la même chose, hein. Les grands acteurs, même en ce moment qu'on voit au cinéma, en fait, à chaque fois on se dit ah ouais putain, il était vachement bien dans cette série avant, quoi. C'est-à-dire que les acteurs viennent des séries et préfèrent même souvent jouer dans les séries plutôt que dans les films. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait aussi, c'est que vu que tu as une durée pour explorer un personnage, forcément il y a un impact qui est beaucoup plus fort. Ça c'est clair. Mais voilà, moi j'ai toujours un petit peu de problème sur cet aspect-là, où on dit que voilà les séries c'est vraiment absolument exceptionnel. Je pense qu'il y a quelques grandes séries, The Wire est finalement la grande parmi les grandes, mais il y a quelque chose qui de toute façon, il y a une chose qui est une évidence, oui, c'est que toute la puissance de feu narrative, de récit, de scénario du cinéma américain, c'est vraiment transposé sur la série. C'est même vraiment là-dessus où il y a vraiment eu un glissement, je sais plus de quand ça date, hein, vraiment cette éclosion des grandes séries avec 6 Feet Under, 24 heures chrono et tout ça, les premières séries de cet âge d'or de la série américaine, où vraiment on avait vraiment une puissance de feu de récit qui avait vraiment déserté le cinéma américain. Pour prendre que l'exemple du cinéma américain, que ça soit en termes de cinéma de blockbuster ou en cinéma d'auteurs américains, hein, je pense que les Sopranos ont marqué cette oui, il y avait les Sopranos, hein, vraiment dans cette période-là, et vraiment toute cette puissance de feu narrative-là vraiment venait contrecarrer quelque chose qui dans le blockbuster on était vraiment dans une sorte de cinéma postmoderne qui reprenait sur un angle ultra spectaculaire des schémas scénaristiques un peu éculés. On a beaucoup vraiment critiqué le cinéma américain. C'est vrai que j'ai l'impression que dans tous les reproches qu'on peut faire habituellement aux films hollywoodiens, la série vient le corriger sur tous les aspects, c'est-à-dire la pauvreté psychologique du cinéma américain. La série vient le contrebalancer en créant des personnages très fouillés. Sur le côté très unanimiste du cinéma hollywoodien, unanimiste au sens vraiment on met un personnage qui est un exemple à suivre avec un bon happy end et tout ça.
La série vient le contrecarrer en mettant en scène des personnages qui sont au contraire des anti-héros, hein. C'est vraiment la marque de fabrique des séries, et c'est l'argument qui va plus revenir dans la bouche des gens qui sont assez fans. C'est voilà, les séries arrivent à parler de l'Amérique, de son versant le plus dégueulasse, hein. C'est vrai que dans Les Sopranos, on prend cet exemple-là, voilà, de prendre la mafia vraiment sous l'angle d'un personnage assez louche moralement, Dexter, hein, par exemple, qui est un serial killer, ou dans plein de séries, voilà, The Shield, une série policière où on a un personnage hyper corrompu, The Breaking Bad, voilà, pareil. C'est vraiment une sorte de quelque chose qui devient de l'ordre presque du cliché, hein, dans la série américaine. C'est qu'il y a vraiment quelque chose où on prend un personnage qui fera finalement moralement un petit peu trouble. Et donc ça vient corriger quelque chose du cinéma américain qui serait de l'ordre de quelque chose de considéré comme gentillet, comment on dit, édifiant, vraiment familial. Voilà, quelque chose de gentil. Il y a plein de choses comme ça que la série vient vraiment contrecarrer. Donc en termes de récit, voilà, d'avoir une puissance de feu romanesque absolument hallucinante que permet la durée, mais que permet surtout, voilà, cette machine industrielle de la télé américaine, ces staffs de scénaristes qui viennent enrichir sur un dispositif très simple, le cahier des charges de toute série, des circonvolutions de scénario absolument exceptionnelles. Ça, c'est complètement dingue. Et voilà, cette noirceur là qui finalement avait peut-être un petit peu déserté le cinéma américain et qui se retrouve dans les séries. Après, moi j'ai toujours l'impression dans les séries que finalement c'est pour reprendre ce côté, enfin ces deux côtés-là, cette puissance narrative-là vient en général des fois masquer une petite inanité du propos, hein, sur beaucoup de séries américaines. Je sais que t'es pas forcément d'accord avec ça, Étienne. Moi par exemple, quand je prends une série comme Dexter, j'ai l'impression que même si elle prend un personnage de serial killer qui soi-disant n'éprouve aucune émotion, on est quand même dans des schémas narratifs typiquement hollywoodiens qui se reposent sur une identification très forte et sur un récit qui se base de toute façon sur un registre émotionnel, et on a affaire à des structures de scénario, des schémas narratifs et des outils de mise en scène et scénaristique qui se reposent sur une identification et sur voilà des sentiments, ce qui vient complètement contrecarrer ce personnage principal-là qui est censé être une personnage à la Bret Easton Ellis sans sentiment, qui est dans une simulation totale. Bon, je parle que de Dexter, mais finalement voilà, pour beaucoup de séries c'est un peu le même principe. Je prendrai pas la défense de Dexter particulièrement, juste revenir sur le fait que toi t'as dû regarder uniquement la première saison de Dexter et que forcément tu as un manque. J'ai regardé 3. Voilà, et tu as un manque puisque bien entendu l'un des propos même de Dexter quand la série avance, notamment dans la saison 4, il y a pas mal de saisons de Dexter, notamment la 2 et la 3 qui m'ont pas mal fait chier, mais la saison 4 de Dexter reste un moment de télévision assez incroyable, justement parce que le personnage commence à remettre en cause toutes ses émotions, et c'est là que ça devient très très intéressant, puisque justement on est très loin d'un personnage qui se voudrait en tout cas une sorte de reliquat de personnage de Bret Easton Ellis ou je sais pas quoi, et là ça prend vraiment une ampleur qu'il n'y avait pas au début de la série et qu'il n'y a pas eu dans la saison d'après non plus d'ailleurs, mais voilà, il y a une saison dans Dexter en tout cas que je trouve vraiment formidable, c'est la saison 4, et parce que voilà, ça contredit tout ce que tu viens d'émettre comme préjugé. Quelle salope en fait. Cette saison 4. Je déteste qu'on me contredise. Bon, en tout cas, pour finir là-dessus, et puis après on passera à autre chose, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de Dexter. Moi, j'ai l'impression, et c'est vrai qu'on en avait parlé ici et là dans plusieurs émissions, c'est que cette puissance de récit-là qu'on retrouve dans la télé américaine est venue des fois s'immiscer dans beaucoup de blockbusters, hein, qu'on peut voir dernièrement. Je pense particulièrement à Social Network, c'est une évidence parce que le scénariste de Social Network est Aaron Sorkin, et c'est que là-dedans, dans Social Network, on a un type de récit qui prend toutes ses formes et sa puissance de feu, sa rapidité dans la série américaine. Dans Zodiac un peu moins, parce que dans Zodiac on est vraiment dans une économie de récit qui est plus dans les années 70 avec beaucoup plus de béance dans le scénario, alors que Social Network est dans la rapidité et dans le multiplication des intrigues. Mais c'est la différence aussi que The Wire peut avoir justement avec toutes les autres séries américaines. Bien sûr. Et en fait, du coup, je pense il y a Social Network. Moi, c'était une réflexion que je m'étais faite aussi sur Terminator, le 4e volet, qui également multipliait les pistes narratives à la manière d'une série, ce qui m'avait fait dire en sortant ce film est d'une efficacité redoutable, mais il est dépourvu de centre, qui me paraît quelque chose d'assez important en termes de cinéma, c'est que souvent, que le cinéma en tant qu'art, souvent se déploie autour d'un centre, qui est tous les Terminators, par exemple, pour prendre cette série-là, étaient déployés autour de motifs, d'une thématique, quelque chose qu'il déployait en différents termes, en termes d'action, en termes philosophiques et tout ça. Et là, Terminator Renaissance, du coup, était vraiment dans quelque chose qui était dans un flux dramaturgique pur et simple. Ça aurait pu durer 7
7 heures comme 2 heures la durée du film, ça aurait été finalement à peu près la même chose. Et du coup, il y a une sorte de le cinéma hollywoodien qui essaye de rattraper un peu son retard là-dedans, et ça peut créer un danger. Alors voilà, bon. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que le cinéma hollywoodien. Je vais terminer et puis après on fera une pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais comme tu l'as dit, la série et The Wire en premier lieu, parce que c'est vraiment pour moi un modèle vraiment du genre, permet, et on s'en rend de plus en plus compte, d'explorer des choses qui au cinéma ne seraient pas possibles, alors qu'au cinéma, et pas forcément le cinéma hollywoodien, mais le cinéma vraiment dans sa globalité, le cinéma parviendra jamais à, par exemple pour un biopic, à retracer la vie d'un homme en 2 heures, à prendre autant de pistes en 2 heures. Ça sera totalement impossible. Et j'ai l'impression que moi, justement, cet avènement des séries et ces possibilités qui sont fournies par cet objet télévisuel devraient ramener le cinéma justement à une vraie unité. C'est-à-dire, à savoir, voilà, tu as un lieu, tu as un objet, tu as n'importe quoi, et tu traites ce lieu et cet objet, et t'essayes pas de partir dans tous les sens. Finalement, le cinéma devrait perdre de sa générosité et plutôt s'investir dans une unité, justement, mais je te dis, pas seulement le cinéma américain, et laisser justement à la série, ou s'il y a autre chose qui arrive après, tant mieux, mais à la série qui en tout cas a ce potentiel pour traiter un sujet de façon vraiment très large et très approfondie, laisser la série faire son boulot. Ouais, voilà, mais il y a quelque chose qui, de toute façon, la série cherche l'immersion, peut-être à la différence du cinéma qui est pareil, il cherche un peu l'immersion, mais on a toujours un rapport de distance entre un spectateur et un écran avec une œuvre d'art, et la série cherche vu qu'elle fonctionne quand même très souvent sur une identification forcenée, à une immersion totale dans un monde qui vraiment où on s'immisce vraiment dans un monde où on est avec des personnages. On a l'impression que finalement les personnages de la série sont vraiment nos potes, ce qui ne peut pas arriver dans une durée de cinéma. Qu'on les connaît en tout cas, ouais. Mais ça peut arriver dans une durée de cinéma. Par contre, je te contredis tu vas arrêter ça tout de suite. Mais ça peut arriver dans le cinéma avec par exemple du Cassavetes, avec on avait eu ça avec d'autres films, et moi quand je vois Husbands de Cassavetes, j'ai l'impression de faire partie totale de ce groupe, de cette bande, et je veux rester avec eux. Mais je pense que c'est des films qui d'ailleurs ce Husbands c'est un film qui est construit peut-être que si Cassavetes avait fait du cinéma à ce moment-là, il aurait fait des séries. Mais moi je suis absolument persuadé que Cassavetes, s'il faisait du cinéma aujourd'hui, il serait dans la série, comme Bergman lui-même a fait de la série, c'est-à-dire qu'à un moment Bergman a abandonné le cinéma et a travaillé pour la télévision. Scène de la vie conjugale est clairement Scène de la vie conjugale, c'est une série, c'est pas autre chose, c'est sorti au cinéma après, mais Scène de la vie conjugale par exemple, c'est une série qui est passée à la télévision suédoise, mais il en a fait d'autres, et je pense qu'aujourd'hui il continuerait sans doute, et il a continué à travailler pour la télévision et pas pour le cinéma pendant plus de 20 ans, Bergman. Et je pense que Cassavetes, c'est un film comme Husbands qui à la base faisait 9 heures, oui, et c'est évident qu'aujourd'hui du coup ça serait pour la télévision, quoi. Bon, on s'éloigne un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est tellement bien de ouvrir des parenthèses et tout ça. Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre ce cinéma-là de Bergman ou de Cassavetes dans ces films-là, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec The Wire en fait, et le traitement justement qui est fait aux personnages. Et je pense que de toute façon rattacher The Wire à toutes les séries qui sont faites par ailleurs, des séries que je peux beaucoup aimer également. The Wire est aussi une série contre les séries. Enfin, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de ça, et contre on va y revenir juste après. On va arrêter parce que sinon on va faire des parenthèses jusqu'à la fin de l'émission. On va s'écouter un autre morceau qui est extrait donc de la bande originale de The Wire. C'est un morceau des Pogues, The Body of an American. Oh là là, ça va être super beau. Ça va être super émouvant. Je vais jamais être capable de rebondir après ça. C'est donc un morceau qui est passé en fait à chaque enterrement de flic, qui se passe en général dans le pub irlandais qui a, je sais, dans un des quartiers en tout cas de Baltimore, je sais pas où exactement le situé dans Baltimore, où on va déposer le corps du flic en question sur un billard, et où tous ses collègues vont être peints à la main en train de chanter ce morceau avec la larme à l'œil. On se retrouve. Je crois que j'ai été irlandais dans une autre vie. Moi, je pense que j'étais irlandais noir. C'est terrible. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. And the Yanks they were within.
the Tinker boys, they hissed advice, but were with a pen. Well, we turned and shook as we had a look in a room where the dead man lay. So big Jim Dwyer made his last trip to the shores where his fathers lay. 15 minutes later we had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures on ancient Irish history. The men all started telling jokes and the women they got frisky. By 5 o'clock in the evening every bastard there was pesky. Pretty well gone away, there's nothing left to say. Farewell to New York City boys, to Boston and PA. He took them out with a well-known clout and I often heard him say, I'm a free-born man of the USA. He fought the champ in Pittsburgh and he slashed him to the ground. He took on Tiny Tartanella and it only went one round. He never had no time for rights for drink or dice or horse. But he never threw a fight when the fight was right, so they sent him to the war. Very well gone away, there's nothing left to say. With Staunch and Joe and Aaron Gone, my love's in America. The calling of the rosary, Spanish wine from far away. I'm a free-born man of the USA. Yeah! Said goodbye to you. I remembered how I swore that I'd come back to you one day. And as the sunset came to meet the evening on the hill, I told you I'd always love you, I always did, I always will. Fairly well gone away, there's nothing left to say. But to say adieu to your eyes as blue as the water in the bay. To big Jim Dwyer, the man of war, who was often heard to say, I'm a free-born man of the USA. I'm a free-born man of the USA. I'm a free-born man of the USA. Jesus, what the fuck did I do? You happy now, bitch? C'était donc un morceau des Pogues, The Body of an American, et puis on revient donc pour parler de cette monumentale série qu'est The Wire avec le Dr Moreau. Dr Moreau, c'est à toi donc de parler de cette monumentale série. On va commencer par parler un peu de l'aspect le plus évident de The Wire, qui est peut-être presque une fausse évidence, mais c'est l'aspect vraiment l'aspect complètement documentaire de la série qu'on avait déjà évoqué. Bon, voilà, dans le casting évidemment qui reprend des personnages qui l'ont chopé dans la rue, qu'ils ont pour faire incarner soit
soit leur personnage ou un autre, hein. Et il y a vraiment, si on reprend le titre français de The Wire, donc sur écoute, si vraiment que personne n'utilise dans ceux qu'on veut la série, que personne utilise, voilà, de toute façon, qui est une série, je sais même pas comment elle a été connue en France, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Oui, parce qu'elle est pas passée non plus sur aucune chaîne. Ouais, je crois qu'elle est passée sur une chaîne, pas une chaîne hertzienne. Elle est passée sur Canal Jimmy, et puis là elle passe sur France O, sur la TNT. En ce moment, ils en sont à la 3e saison. Et c'est ça. Je crois que quand elle était passée sur Jimmy, il l'avait arrêté en cours, il me semble, ou je sais plus quoi. Il y avait une histoire dans le style. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la puissance documentaire, ce qui fait une série vraiment à part. Mais dans le monde de la série et dans le monde du cinéma, c'est une série qui, de toute façon, dès sa première saison, va s'intéresser d'une part, ce qui n'est pas vraiment inhérent au mode documentaire, mais à une frange de la population et à des lieux qui ne sont que trop rarement filmés par le cinéma, donc ça soit et qui va avoir une sorte de regard et d'oreille particulièrement sur des cultures de toute façon très pauvres, hein. Ça va se passer dans les quartiers de Baltimore, qui est donc la ville la plus criminelle des États-Unis, et de toute façon ça va suivre pendant toutes les saisons. Dans les dernières saisons, il y a quand même parce que faut le dire aussi, c'est que chaque saison quand même s'intéresse à un milieu particulier en fait. C'est-à-dire qu'on va pas avoir parfois perdre de vue même des personnages principaux, puisqu'on va s'intéresser à un milieu particulier. Et c'est vrai que donc il y a 5 saisons. La première, elle, s'intéresse vraiment à la lutte contre la drogue en fait, et à l'échec de cette lutte en fait, à la mascarade que ça peut être. La deuxième va quant à elle s'intéresser vraiment à l'industrie, et notamment donc s'implanter sur le port de Baltimore en fait, sur les docks, à la fin du prolétariat au sens classique. Voilà, c'est vraiment ça. Et là on voit la fin vraiment des syndicats, de l'industrie de cette ville et du prolétariat, la mort vraiment d'une cité. La 3e saison va elle s'intéresser, je l'ai noté quelque part parce que politique. Non, c'est pas la politique, c'est vraiment la réforme. Il y a donc la mairie, oui, et puis il y a aussi on y reviendra je pense tout à l'heure, parce que quand tu parles justement de l'aspect documentaire, c'est très intéressant dans cette saison-là. Il va y aussi donc avoir le Amsterdam qui va être créé, à savoir un quartier dans Baltimore qui sera une expérimentation à la fois dans la fiction et puis dans tout le reste de la vie en fait. Donc on y reviendra plus tard donc sur ce Amsterdam, mais qui vraiment cherche à du coup à réformer vraiment la ville au plus profond. Une expérience qui consisterait donc à légaliser la drogue, mais dans un quartier précis de Baltimore. C'est encore plus compliqué que ça, mais oui, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'il faut vulgariser un minimum, parce que ça se passe sur une saison entière, c'est très très riche. Et là, voilà, oui, si tu veux, bref, une 4e saison qui sera vraiment sur du coup l'éducation. On sera même dans un collège, on verra l'éducation sous tous ses aspects aussi. Et puis une dernière saison qui sera vraiment sur les médias, où on va suivre on va rentrer dans le Baltimore Sun où a travaillé David Simon. Donc et donc pour la première saison, comme tu l'as dit, déjà paf, on rentre dans ces quartiers en tout cas où règne la drogue du tout justement, et des quartiers qu'on voit pas. Et je crois que c'est David Simon lui-même, ou je sais plus qui dans un des bonus des DVD qui sont sortis en France, donc la série est vraiment disponible, il y a aucun problème, vous pouvez la trouver partout en DVD si elle est pas passée à la télévision. Et il revient sur le fait que oui, si les gens, et c'est dans le bouquin aussi je crois d'ailleurs, si les spectateurs peuvent débarquer à Baltimore, ils reconnaîtront pas forcément la ville qu'ils voient dans cette série, parce que là ça se passe dans des quartiers justement dans lesquels il est très difficile de rentrer finalement, quoi. Mais en fait, tu vois, il y a quelque chose, de toute façon, c'est l'évidence, même quand on regarde The Wire, c'est de se dire, voilà, c'est une série complètement réaliste. Pour ce côté que t'as dit là, cette façon qu'ont les saisons au fil de leur enchaînement, d'à rajouter une dimension sur une autre sphère, ou un autre secteur économique de toute la sphère, voilà, socio-politique d'une cité, de réintégrer de la complexité au fur et à mesure des saisons. On se dit, voilà, on peut clairement se dire, voilà, en 5 saisons, on a l'impression d'avoir cerné un système. Évidemment, ça dépasse Baltimore pour arriver à un système mondialisé, de toute façon. Évidemment, la société américaine en premier, mais également de toute façon toutes nos sociétés. Quand tu vois la saison sur l'éducation, quand tu vois les écoles comment elles sont foutues, les problèmes sont exactement les mêmes en France. Voilà, c'est des profs mal payés, trop d'élèves dans les classes, et comment tout ça peut tourner mal en fait s'il y a justement. Donc il y a une amplitude de toute façon de propos qui force vraiment de toute façon le respect d'une part, et qui se dit voilà, on a rarement vu ça, une telle hauteur de vue en termes sociopolitiques sur une œuvre filmique, c'est assez hallucinant. Et évidemment, donc ça c'est pour le côté un peu macro, et au niveau micro, voilà, on a cette attention au langage qui est peut-être la première chose qui m'a sidéré quand j'ai regardé The Wire, c'est vraiment qui suit donc pas mal ces petites délinquants noirs des quartiers défavorisés de Baltimore, et cette attention assez inouïe au langage et à toutes les inventions de langage qu'il peut y avoir chez ces mecs-là, ou même
bon voilà, c'est l'anecdote la plus connue, la plus répétée sur The Wire, où même des spectateurs américains sont obligés d'avoir recours aux sous-titres pour comprendre ce qui s'est dit. Les acteurs eux-mêmes avaient un dictionnaire avec leur scénario en fait. Ouais. C'est assez incroyable, je trouve en fait. Voilà, t'as un acteur qui est interviewé aussi dans les bonus DVD qui explique qu'il a pensé plusieurs fois à des fautes de frappe et non, c'est pas des fautes de frappe, c'est voilà, t'as des mots dans ces quartiers de Baltimore. Voilà, c'est un langage qui est différent de celui qu'il peut y avoir à Brooklyn ou ailleurs. Et ils avaient donc chaque personnage avait un dictionnaire avec son scénario en fait. Et donc ce qui fait vraiment une sorte de crédibilité, de présence de tout ce qui se passe à l'écran, une sorte d'incarnation vraiment inouïe de tous les personnages, où on est vraiment plongé dans ce monde-là. C'est assez incroyable. C'est vraiment d'une force, vraiment du coup d'un réel brut qui est là. Moi, ce qui me fait que quand j'avais vu la série, je me dis oh là là, j'ai l'impression de me retrouver dans du Piala, ce qui est complètement faux. Mais il y avait une sorte de rapport au réel dans cette série-là qui me paraissait assez inédite ou que j'avais rarement vu ailleurs quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà cet aspect-là très réaliste, très documenté de cette série fait écran à autre chose qu'elle comporte aussi et qu'elle explore. C'est finalement c'est presque une série très artificielle. C'est quelque chose qui va être assez évoqué dans le bouquin quand on parle par exemple de Amsterdam. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la série, moi qui m'interrogeait beaucoup au fil des saisons. C'est cette façon de créer des espaces de fiction mais très marqués quoi, des espaces d'expérimentation. Il y a je crois que c'est aussi dit dans le bouquin, il y a des moments où une saison va poser à travers la fiction, à travers tous ces fils narratifs posés là, des problèmes de société, mais va les poser, ça sera jamais surplombant. C'est pour ça que le bouquin, on y reviendra, est assez très utile là-dessus, parce que du coup il y a une parole savante qui est accolée sur quelque chose qu'on devine, qu'on n'arrive pas à formuler, mais où vraiment on a dans différents fils narratifs qui se passent dans toutes les saisons un aspect très réaliste ou très Là, ce qu'il y a, c'est que l'aspect réaliste est très documenté, qui est surtout valable, je pense, pour la première saison, qui s'inspire quasiment uniquement sur des personnages ayant réellement existé, sur des situations qui ont vraiment existé. T'as une première saison et même une deuxième saison qui sont de toute façon extrêmement réalistes et qui, je pense, s'éloignent pas trop en fait de la véracité des faits qui sont abordés. Et dès la troisième saison, en fait, là, ils instaurent quelque chose de complètement nouveau, comme tu l'as dit, l'expérimentation en fait, et l'expérimentation, une expérimentation fictionnelle, mais toujours en utilisant cet aspect extrêmement réaliste des personnages, des situations et de comment ces personnages, avec leurs émotions, la façon dont ils ont évolué, leur univers en fait, vont réagir face à ces situations en fait et face aux choix qui leur sont proposés. Et à partir de là, dans la série elle-même, les personnages créent une expérimentation, à savoir ce quartier de Amsterdam où ils vont foutre en fait tous les junkies et tous les dealers dans ce quartier, donc qui fait plusieurs hectares, pour que le reste de la ville en fait soit sécurisé. Et ça marche. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça marche en effet. Le reste de la ville du coup est sûr. Par contre, dans ce quartier, c'est l'enfer. Il y a des séquences complètement incroyables dans ce Amsterdam. C'est la cour des miracles. Ouais. Voilà, c'est la cour des miracles, mais vraiment c'est la merde quoi. Et ce qui est génial, c'est donc que la série, en utilisant son aspect très documentaire, très réaliste, va créer elle-même une vraie expérimentation qui dépasse du coup le cadre même de la série en fait. Ouais, et puis ça fait parce que c'est quelque chose qui a vraiment été fait. En plus, il se base sur l'expérience qui a vraiment existé à Zurich. Voilà. Oui. Mais en fait, du coup, c'est quelque chose qui n'est absolument improbable, qui passe comme une lettre à la poste, parce que du coup, il y a toute cette mise en scène qui fait qu'on a un rapport au réel très très brut, très très direct. Mais finalement, il y a beaucoup dans plein de saisons de The Wire, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment improbables. Même la 5e saison où McNulty invente de toutes pièces un serial killer et va rentrer en donc un des personnages principaux. Pas parlé des personnages principaux non plus. McNulty est l'un des personnages principaux qu'on voit dès le début de la première saison, qui va instaurer donc une unité spéciale pour traquer en magouillant un peu, en faisant des conneries, parce que c'est un héros mais il fait que des conneries, et c'est pour ça qu'il est super cool aussi, et il est vachement alcoolique aussi, mais ça le rend rigolo. Et en tout cas, il va instaurer tout ça dans la dernière saison, après moult événements, et il est tombé vraiment bien bas quand même, et puis il est remonté. Et là, oui, comme tu l'as dit, je te laisse terminer. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait partie c'est une autre bulle de fiction qui s'insère dans un système a priori complètement réaliste, un système de représentation complètement réaliste. Il y a ça, il y a également cette expérience d'éducation, à un moment dans la 4e saison ou la 3e saison, je ne me rappelle plus, où ils vont isoler les éléments les plus dissipés, on va dire, d'une classe pour vraiment c'est le même auteur qu'Amsterdam qui fait ça, où il y a vraiment quelque chose qui d'un coup va créer une sorte de bulle dans un système de représentation réaliste, et ça c'est assez fou. Et du
du coup ça fait il y a vraiment ce truc là dans The Wire qui est assez dingue, du coup où on n'est pas dans enfin tout communique. Il y a une sorte d'incarnation totale de ce réel là, et finalement on va directement vers autre chose. Et c'est le là-dessus que la série se base quand même beaucoup, parce qu'elle met toujours en reflet, je pense que c'est quelque chose qui court vraiment au fil des saisons, c'est la représentation fictionnelle ou statistique que se fait les différentes administrations qui vont être évoquées dans la saison. Les représentations statistiques, les premières, c'est évidemment pour la police, c'est les commissaires et les préfets qui sont obsédés par la tenue de leurs statistiques d'élucidation des meurtres non élucidés et tout ça. Et la série finalement va s'attacher à donner un visage, à donner une chair à quelque chose qui n'est qu'un chiffre ou qui n'est qu'une fiction. En fait, il y a vraiment ça qui va courir pendant tout le truc. Et c'est le projet finalement esthétique de la série quelque part, de donner un visage à ce qui n'est considéré souvent comme un problème social, un problème statistique. Et finalement on est dans quelque chose où on peut se dire, en regardant The Wire, on se dit oui, le meilleur film de gauche du monde est une série. Et finalement on n'est jamais il n'y a pas de personnages qui vont être des personnages porte-voix d'une parole revendicative de gauche et tout ça, mais finalement on en a quelque chose qui fait toujours communiquer vraiment un réel ras des pâquerettes avec quelque chose qui serait de l'ordre d'un système macroéconomique qui serait pointé du doigt, mais jamais pointé du doigt de façon très simpliste, que tous les personnages ont leur raison. On est vraiment dans un principe renoirien de voilà, tous les personnages, chacun a ses raisons, chacun est enfermé dans ses propres règles, dans son propre système de fonctionnement, avec sa hiérarchie et son propre système personnel avec ses problèmes à lui. Et du coup on est toujours dans un système où tous ces fils narratifs là, il y a une sorte d'organisation en termes une organisation réticulaire avec différents réseaux qui sont différents réseaux de la société, où tout communique mais personne ne dialogue vraiment, tout rentre en conflit. Tout va avoir une incidence sur chaque personnage, chaque action va avoir une incidence sur quelque chose, mais il va jamais y avoir de dialogue, ça va se heurter. Ce qui fait qu'on est dans un rapport, c'est une série qui est extrêmement noire, hein, c'est pas un hasard s'il y a plein d'auteurs de romans noirs qui ont participé à l'écriture de ça. On a quelque chose là-dedans qui est assez désespérant quelque part, même s'il y a des espaces d'utopie de ménager et un amour assez inouï des auteurs pour leurs personnages, mais on est quand même dans un rapport assez noir avec la société en général. Et je voulais revenir sur le fait, tout à l'heure tu parlais des visages, justement, de donner un visage assez statistique, et je pense que c'est super important, parce que moi c'est par exemple ce qui a pu me donner envie de regarder cette série aussi, c'est justement au-delà de tous ces intérêts dont tu as pu parler, dont on a pu parler depuis le début de cette émission, c'est les gueules et les personnages justement qu'on a de présent, et les héros de la série en fait qu'on va suivre pendant tout ce temps, qui donc vont beaucoup évoluer, beaucoup changer, et je pense qu'il fallait quand même en parler à minimum. Donc McNulty, on l'a cité déjà, qui est quand même un personnage assez incroyable, et puis ses collègues Bunk, donc qu'on a pu entendre déjà dans les extraits précédents, qui est donc son collègue qui lui aussi partage du coup ses cuites et qui nous donne droit à des séquences extrêmement drôles, parce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de moments quand même extrêmement drôles dans cette série. C'est pas uniquement constamment sombre et misérabiliste, c'est que c'est bourré de séquences comiques, et quand David Simon est interrogé sur les meilleures scènes que lui apprécie, c'est finalement des blagues de la série, parce que c'est bourré de blagues constamment, et c'est ça aussi qui fait qu'on reste complètement attaché à tout ce qui se passe, et même pas uniquement au niveau des héros entre guillemets, à savoir les gens qui devraient être du bon côté, les flics ou les autres, mais aussi du côté des méchants. Et ce personnage de Omar par exemple, qui est quand même un personnage que je pense extrêmement important à la série, qui est donc un braqueur, un type qui va braquer les dealers, un dealer qui braque les dealers, qui se balade avec une grande gabardine en sifflotant comme dans un film de Sergio Leone en fait, avant d'aller massacrer ses concurrents, qui est sans doute un des personnages les plus violents de la série, qui fait des meurtres vraiment dégueulasses à coups de fusil à pompe, et qui pourtant reste l'un des personnages les plus attachants, les plus aimables même, qui est un tueur gay. Oui, qui est gay au passage, qui est super gay même au passage, mais quand jette un max, je veux pas que ça soit mal perçu par qui que ce soit. Mais non, t'inquiète pas, les gens sont au courant que t'es hétérosexuel, c'est bon. Tu penses? Il y a pas de doute à ce sujet-là sur la sexualité. Bon, Omar, il est vraiment incroyable comme bonhomme, et c'est évident que, attention, méga spoiler. Non. Bah si, moi ça m'a foutu en l'air. Attention, méga spoiler. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu la série, là, vous coupez pendant au moins 10 secondes.
Bon bah là tout le monde est au courant de toute façon. Quand Omar se fait flinguer par un gamin de 8 ans dans une épicerie de façon totalement brutale et en même temps tu sens que voilà ça devait arriver et par contre le fait que ça arrive par la personne auquel tu peux pas prêter attention parce que c'est un gamin de 8 ans et qui lui tire une balle dans la tête et que ce personnage que t'as aimé pendant 5 saisons, ouais, t'as mal, t'as super mal, quoi. Mais je pense que voilà, c'est Emmanuel Burdeau dans le bouquin qui dit quelque chose de très juste, c'est que et ça va rejoindre ce que je disais, ce côté très réaliste de The Wire finalement masque vraiment le fait que ça soit une série qui est extrêmement cabotine. Ça c'est Burdeau qui dit ça, et la série est extrêmement cabotine. Elle a une façon de jouer constamment avec des codes où il y a une sorte de joie. De toute façon, c'est une série qui a des fils narratifs qui sont constamment empêchés de toute façon, où vraiment, genre, je pense que les 6 saisons de The Wire, pour l'enquête qui est menée, où on va prendre simplement les 2 premières saisons pour considérer simplement l'intrigue du clan Barksdale, ça tiendrait en un seul épisode des experts, par exemple. Oui. Parce que, en fait, la série s'attache à l'administration, à la lourdeur de l'administration, et il faut au moins 3 épisodes au personnage pour dire qu'il faut mener une enquête, pour prouver qu'il faut mener une enquête, à vraiment faire le procédé toutes les procédures bureaucratiques pour pouvoir démontrer qu'il faut faire une enquête. Jamais chiant, hein. Il faut au moins 5 autres épisodes pour qu'ils aient les moyens de faire cette enquête, et après 2 épisodes ils vont faire une enquête. C'est ça, c'est que c'est absolument fascinant. C'est là qu'on est dans une série qui réfléchit aussi sur le principe des séries, particulièrement des séries policières, hein, je pense qui que 23 sont basées sur les experts sont les 2 principales séries à laquelle tu peux comparer The Wire. 24 heures chrono pour son côté extrêmement complètement fou, qui va très très vite avec beaucoup d'histoires constamment en parallèle, des split screen, une musique qui va créer attention. The Wire c'est vraiment l'inverse de 24 heures chrono, et quand on prend les experts c'est vraiment la même chose, comme tu l'as dit, un épisode des experts, c'est plusieurs saisons de The Wire. C'est David Simon qui disait il voulait pas faire un Another Cop Show, quoi. Voilà, il y a pas, on veut pas refaire ça. Il s'attache vraiment, mais avec c'est là où c'est cabotin encore une fois. Il le montre avec délectation, cet empêchement de ces personnages qui sont tous mus. Il y a différentes catégories de personnages, mais il y a des personnages d'idéalistes qui veulent changer le système et tout ça, et qui sont constamment empêchés par des lourdeurs bureaucratiques, et qui vont s'en amuser, et ça va être qui vont s'en amuser ou être désespérés par ça, ce qui fait que le rythme de la série est vraiment contraire au rythme des séries habituelles qu'elle va ménager. Elle va ménager beaucoup de pauses. Je pense particulièrement aux scènes où genre The Bunk et McNulty vont se bourrer la gueule en disant mais putain, mais voilà, qu'est-ce qui nous arrive, en se marrant, ou en sortant une autre histoire. Il y a un côté où il y a un goût pour la logorée verbale, hein, il y a un goût pour le langage. Le dans langage la série est extrêmement important dans la série. Gourmand, ça, on l'a pas encore dit, je crois, à l'antenne, mais il y a un intérêt pour la langue qui est extrêmement important. On a parlé donc des scénarios, tout ça, des gens qui avaient un dictionnaire. Savoir qu'il y a quand même en prison, tu me l'as rappelé tout à l'heure, en prison il y a un stage pour les jeunes. Je sais plus, c'est un stage pour quoi? C'est un stage pour apprendre aux jeunes qui sont en prison à s'en sortir par le néolibéralisme, et ça s'appelle la Stringer Bell School. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais je sais un personnage de The Wire. Je sais qu'il y a une école, alors c'est peut-être pas Harvard, mais en tout cas c'est une grande école américaine qui là pour le coup dans ses cours d'anglais a une section qui est basée sur The Wire, et donc où les gens bossent le langage à partir de The Wire. Il y a vraiment un langage très particulier, et savoir que même les flics ont recours à des traducteurs quand ils font leurs écoutes, justement pour comprendre ce qui est raconté en fait, parce que t'as un langage très particulier, et c'est vrai que la langue a une place vraiment extrêmement importante dans cette série, et ça la rythme énormément, et faut vraiment pas pas avoir peur de tout ce qui est dit dans cette émission. Même si ça cabotine, même si ça prend vraiment son temps, il y a malgré tout une tension sans avoir recours à des effets faciles. C'est une série qui évite constamment les violons, qui évite les effets de style grossiers, qui évite les cliffhangers, ne serait-ce que ça, qui est vraiment un procédé dramaturgique de la série très commun. C'est dit dans le bouquin aussi, c'est un anti-cliffhanger cette série, quoi. Et pourtant, c'est bourré de tension et c'est bourré d'émotions. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un truc qui est complètement anti-spectaculaire, mais qui crée ses propres règles de spectacle. Il y a quelque chose on a constamment envie de regarder les prochains épisodes sans problème. On va faire une autre pause musicale si tu veux bien, avant de parler du coup rapidement quand même du bouquin. On va s'écouter un morceau extrait de la bande originale de Trémé, qui est donc la série que fait en ce moment David Simon, qui se base elle à la Nouvelle-Orléans. On va peut-être essayer d'en dire juste un mot après. Un morceau qui parle de la Nouvelle-Orléans d'ailleurs, mais qui pourrait aussi bien parler, je pense, de Baltimore. Un morceau de Steve Earle qui s'appelle This City. On se retrouve juste après pour parler un peu de ce livre qui sort donc chez Capricci et les Prairies ordinaires.
be playing no checkers or no chessboard, yo. All right, man. Now look, check it. It's simple. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. All right. What about them little bald-headed bitches right there? All right, these right here, these are the pawns. They like the soldiers. So how do you get to be the king? It ain't like that. See, the king, stay the king, all right? Everything stay who he is. So, if I make it to the other end, I win. Nah, yo, it ain't like that. Look, the pawns, man, in the game, they get capped quick. They be out the game early. Unless they some smart-ass pawns. This city won't wash away. This city won't ever drown. Blood in the water and hell to pay. Sky tear open, pain rain down. Doesn't matter, 'cause come what may, I ever won't leave this town. This city won't wash away. This city won't ever drown. Ain't the river or the wind to blame? 'Cause everybody around here knows nothing holding back bunch of trains. Simple prayer and a promise's ghost. We just carry on digging our graves and silent marble above the ground. Maybe our bones will wash away, but this city won't ever drown. This city won't ever die, just as long as the heart beats strong. Like a second line stepping high, raising hell as we roll along. Chantilly to Carré, lower nine Central City uptown, singing Giacomo Pinani. This city won't ever drown. Doesn't matter 'cause I ain't no way I'm ever gonna leave this town. This city won't wash away. This city won't ever drown. Happy now, you bitch. Et voilà, c'était donc un morceau de Steve Earle, DCD, extrait de la bande originale de Trémé, pour le coup, donc la dernière série de David Simon, qu'on est à sa 2e saison et qui, elle, parle, juste rapidement, comme ça, parle des habitants de la Nouvelle-Orléans quelques mois après le passage de l'ouragan Katrina, qui tente de reconstruire, entre guillemets, leur ville, en tout cas, de vivre dans cette ville détruite, ce qui ressemble vachement à The Wire, finalement, hein, puisque là encore, on a affaire à une ville catastrophée, de toute façon, et à avoir des études d'écosystème. Ah oui, complètement, quoi. Et donc la catastrophe a déjà eu lieu et on voit les habitants du coup en train de se débatouiller parmi les décombres d'une ville, en fait. Quoi. Et donc on parle un peu quand même du livre qui sort. Je vais laisser Antonin de toute façon parler de ce livre. Ouais, bah le livre qui sort chez Capricci, Les Prairies ordinaires. Alors simplement un mot, c'est vrai que c'est un livre sur une série. Finalement, c'est pas que c'est rare parce qu'il y en a plein, c'est gorgé. Hein, les rayonnages du Virgin sont gorgés de livres sur les séries. Et en général, c'est hyper chiant parce que justement les séries, comme je disais en introduction, inventent leur propre système narratif et tout ça. Et en général, les séries, les livres sur les séries se contentent de répertorier les prodiges scénaristiques qu'accomplissent les scénaristes de séries sur un dispositif qu'ils ont eux-mêmes inventé. Alors, on est toujours dans un système de vase clos où la série ne fait référence qu'à elle-même et les propos sur les séries ne font référence qu'à la série elle-même. Il y a aucun phénomène de fenêtre ouverte sur le monde, pas du tout. Là, le procédé utilisé, enfin le projet de Capricci, Les Prairies
extraordinaire et plutôt audacieux, c'est d'avoir confié et donc ils ont divisé de toute façon le livre en plusieurs chapitres qui correspondent à chacune à une saison de la série, et avoir confié ça à pas de critique de cinéma, si ce n'est le premier texte qui est écrit par Emmanuel Burdeau, le directeur de la collection de Capricci, mais plutôt à des philosophes en général qui vont un peu éclairer le contenu, tous les conflits moraux et idéologiques qui courent pendant toute la série. Et ça lui fait marrer, le petit Étienne. À chaque fois que je dirais moraux dans cette série, ça le fera marrer. Et du coup, moraux. Merci. Et du coup, en fait, moi j'ai trouvé ce bouquin absolument brillant, parce que justement ça me fait penser toujours à cette citation sur laquelle j'étais tombé il y a pas mal de temps, et je me rappelle jamais d'où ça vient. C'est: les meilleurs livres sont ceux qui disent ce qu'on sait déjà. Et j'ai l'impression qu'en lisant ce bouquin-là, j'avais vraiment ça, en confiant en fait à ces différents auteurs, des philosophes et tout ça, de démêler un petit peu tous les fils, tous les conflits politiques et tous les conflits d'idées qu'il pouvait y avoir dans cette série-là. Ils mettent des mots, enfin ils ont un savoir de langage qui arrive à formuler ce qui n'était qu'en état latent dans ma pensée en regardant cette série-là. Et j'ai trouvé ça d'une clarté absolument exemplaire et vraiment extrêmement riche dans toute la pensée. Alors évidemment, on n'est pas dans quelque chose, le reproche qu'on pourrait faire à ce bouquin-là, c'est qu'on n'est pas dans une étude d'ordre esthétique. Évidemment, on a affaire à des philosophes, on est toujours dans une lecture qui sera politique, idéologique ou morale de The Wire. Et il n'empêche que ça reste c'est dit avec une clarté. Tous les textes sont absolument brillants, je trouve. Et il y a quelque chose qui est vraiment très très fort là-dedans. La série, évidemment, invite à ça, et c'est vrai qu'en faisant des recherches un petit peu sur la série, je me suis rendu compte qu'en français il n'y a pas beaucoup d'écrits finalement sur The Wire, et je pense que on l'avait déjà évoqué ça à l'émission. C'est vrai qu'aux États-Unis ils sont beaucoup plus friands, il y a vraiment toute une littérature sur ce qu'ils appellent les cultural studies, et The Wire invite vraiment à cette lecture-là, des lectures idéologiques de systèmes de représentation dans tous les courants de représentation américains, que ce soit la peinture, les séries, le cinéma. On avait déjà évoqué quelques bouquins, le bouquin de Peter Biskin dernièrement, Mon Hollywood, qui étudiait sous l'angle des cultural studies vraiment tous les systèmes de pensée et les courants idéologiques qui circulaient dans les œuvres de majoritaires en plus hollywoodiennes. Indiana Jones, on se rappelle de ce texte incroyable sur les stratégies d'empêchement sexuel chez George Lucas ou Spielberg, qui reprenait un petit peu quel système de pensée idéologique d'une société on pouvait déceler et ressortir d'une représentation que procurait cette société-là. Et du coup, The Wire invite à ça. C'est vrai qu'en France, on est un peu à la ramasse là-dessus. Il y a vraiment pas ça. Et du coup, là, le bouquin, et pourtant c'est que des philosophes ou différents scientifiques, on va dire français, qui s'y attellent. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant. C'est un bouquin que j'ai eu un plaisir fou à lire, et qui justement arrivait à mettre des mots sur quelque chose qui restait très flou dans ma tête. Moi, je sais que le bouquin, j'ai eu quelques préférences. Il y a des textes qui m'ont beaucoup moins plu, soit par leur forme, soit par les propos qu'ils abordaient, qui me touchait un peu moins. Ça dépendait aussi des saisons, tu me diras, suivant le thème abordé dans une saison et du coup la thématique qui va être vraiment fouillée par l'auteur en question, va y avoir des préférences ou d'autres. Moi j'ai une vraie préférence, alors je sais plus qui a écrit le texte, tu pourras peut-être me le dire, pour du coup le texte sur la saison 2 en fait, qui revient donc sur la saison sur le port et qui vraiment parle du coup de la fin de la ville, de la fin de toute une idée en fait, que ce soit de l'industrie, du prolétariat, du syndicat et d'une ville vraiment du coup en train de crever, ou qui a déjà crevé en fait, et là on vit juste dans les cendres d'une ville, et le texte est plutôt chouette, et va vraiment. C'est un texte de Jean-Marie Samoki, et je partage complètement ton avis. C'est peut-être le texte le plus fort, je trouve, de la série, qui revient vraiment sur cet aspect-là que j'évoquais plus avant, sur cette façon de donner un visage à une statistique. Et c'est vrai que cette série-là, dont le deuxième épisode s'ouvre clairement là-dessus, sur ces 14 cadavres qui sont trouvés, qui pourraient être simplement une simple tas de paperasserie, et auquel McNulty, aidé par une policière des docks, essaye il faut enquêter, il faut vraiment enquêter là-dessus, il faut leur donner un visage, il faut remonter cette chaîne-là, il faut pas que ça devienne simplement un fait divers, et en fait ça va irriguer tout le cours de la série, et c'est vrai que c'est
peut-être une des saisons que je préfère de The Wire, qui est extrêmement belle, avec ce portrait de tous ces dockers. Alors que pourtant les personnages principaux sont un peu éloignés. Une saison en fait. Crépusculaire vraiment sur la fin d'une classe, et c'est vraiment très très beau. Alors que justement la série dès la deuxième saison prend beaucoup de risques en éloignant en fait ces personnages principaux. McNulty qui va être vraiment relayé à un second plan, et d'autres personnages qu'on va beaucoup moins voir parce que justement on va s'intéresser à ces docs, et que j'ai l'impression que c'est vraiment ces docs qui prennent vraiment la place primordiale dans cette saison. Et pourtant elle est vraiment très belle, mais comme tu as dit, extrêmement crépusculaire, vraiment noire pour le coup, mais assez bouleversante. Et juste pour revenir sur le bouquin, il y a juste une seule phrase que j'ai notée en fait dans tout le bouquin, parce que je trouvais qu'elle parlait assez bien de la série. C'est une phrase de Philippe Mangeot. Alors je sais plus quel texte il a écrit exactement dans le livre, mais donc il parle juste de façon assez générale là pour le coup de la série, et ça la résume assez bien. C'est donc quand cette série se donne un thème, elle en module poétiquement les occurrences. C'est l'un de ses modes d'expansion, l'une de ses façons d'occuper le temps dont elle dispose. Et en fait je trouvais que ça parlait vachement à la fois donc de la forme et du fond, et ça c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que je sais pas si on l'a déjà dit, mais et c'est ce qui est je trouve fascinant dans cette série, c'est que elle a vraiment utilisé du coup le temps dont elle disposait, et elle a vraiment utilisé la forme dont elle disposait, ce que font pas les autres séries justement qui vont aligner comme Dexter ou comme d'autres, où chaque épisode va vraiment pouvoir être pris à part presque en fait, et va reposer uniquement sur lui-même, et là ils vont vraiment chercher à explorer à fond, et que ça soit, tu peux prendre un épisode comme plusieurs saisons dans leur ensemble, puisqu'il va vraiment y avoir des répercussions d'un épisode d'une saison jusqu'à un épisode d'une saison beaucoup plus loin, et la série dans son ensemble, dans ses 5 saisons, forme vraiment un tout qui s'accorde complètement et qui est cohérent sur tout, quoi. C'est pour ça que t'as l'impression d'avoir affaire à un gigantesque organisme qui serait peut-être la ville de Baltimore, mais peut-être la société dans son ensemble, ses systèmes de fonctionnement, sa lourdeur bureaucratique. Et c'est vrai que les 5 saisons prises dans leur ensemble ressemblent à une sorte de gros organisme vivace, très chaotique, mais en même temps où tout circule, qui va vraiment contre. On est dans une série, donc c'est un récit choral, comme la plupart des séries. Et le récit choral, le principal péché des récits choraux, c'est vraiment où tout finalement va communiquer, dialoguer et va former un tout très rassurant. Et finalement là non, quoi, tout dialogue, tout communique, mais tout va s'entrechoquer au contraire et former quelque chose qui a sa propre vie. Et ça c'est vraiment dingue. Voilà. C'est bien d'arrêter là-dessus et de faire une dernière pause musicale, je pense, en vous conseillant une dernière fois forcément de récupérer toutes ces 5 saisons et de vous jeter dedans à corps perdu, parce que après ça, bon, c'est vrai que c'est un peu dur de se relancer dans autre chose. T'as l'impression que tous les films, notamment les films politiques que tu vas voir après, sont complètement factices et tu crois plus en rien, et ça c'est assez terrible. Mais c'est vrai que pour ça la série est assez bouleversante, et du coup on peut uniquement conseiller que de se jeter dedans à corps perdu. On va s'écouter du coup un dernier morceau de musique, c'est le générique de Trémé, pour le coup un générique absolument incroyable, précédé d'une scène entre Bunk et McNulty, donc deux des grands personnages de The Wire, bourrés dans un bar. C'est dans la dernière saison, je pense, où pour ceux qui ne parlent pas anglais et ceux qui parlent anglais mais qui du coup parlent pas du coup le The Wire, donc c'est une séquence où McNulty excuse Bunk de l'avoir balancé à ses collègues, parce que Bunk l'a fait gentiment, mais en anglais ça donne une toute autre interprétation des choses. On se retrouve donc juste après. You know why I respect you so much, Bunk? It's not because you're good police, because, you know, fuck that, right? Yeah, fuck that, yeah. It's not because when I came to homicide, you taught me all kinds of cool shit about... Well, no, whatever. Whatever. It's because when it came time for you to fuck me, you were very gentle. You're damn right. See, because you could have hauled me out of the garage and just bent me over the hood of a radio car. And no, you were very gentle. I knew it was your first time. I wanted to make that shit special. It was, man. It fucking was. Take your fucking money back. Oh, no, this is Take it back, you old whore.
rest my steps by my porch, in front of my door. Church bells are ringing, choirs are singing, while the preachers groan and the sisters moan in a blessed tone. Down in the tram, just me and my baby, we're all going crazy, but jumping and having fun. Trumpet bells ringing, bass drum swinging, as the trombone groans and the big horn moans. There's a saxophone. In the tram, it's me and my baby, we're all going crazy, buck jumping and having fun. Down in the tram, it's me and my baby, we're all going crazy, buck jumping and having fun. Oh my god, déjà vu. Nous ne sommes pas là cette semaine, mais vous avez toujours la possibilité de gagner des places pour le Cinéville Colombier pour la journée de demain jeudi en nous envoyant un mail sur notre adresse le cinéma est mort attaché sans accent @yahoo.fr et également de rejoindre la page Facebook du Cinéma est mort pour être informé de plein de choses, mais comment dire, de choses passionnantes. Allez, des bisous. J'ai découvert que la vie et la mort ne sont que des situations particulières. Fuck you, motherfucker! What do you want with me, man? I'll fucking get all of you, shit! N'ayez pas peur de la secouer, cette petite salope. Dépêchez-vous. Pierre, c'est aussi de sa faute. C'est le plus gré! C'est le plus gré de tout! Fermez-la, madame, je vous casse la gueule. Encore un peu de patience. Arrête! Je vais être bientôt le maître du monde.